Bonjour, je suis Catherine, naturopathe, et dans cette deuxième vidéo, je vais vous parler de la naturopathie. Comment elle agit, comment elle intervient, quand intervient-elle et ce qu'elle peut apporter. Il faut savoir que la naturopathie a été classée par l'OMS dans les médecines traditionnelles, après donc la médecine traditionnelle chinoise et la médecine ayurvédique. La naturopathie est apparue vers 1935 en France, grâce à Pierre Valentin Marchesseau, qui a été vraiment le père de la naturopathie en France. Une autre figure importante, ça a été aussi André Pasbeck. Et ces deux personnages ont donc essaimé leur enseignement, et toute une génération de naturopathes sont arrivés et ont créé, entre autres, les écoles de naturopathie que l'on connaît aujourd'hui. C'est donc un grand mouvement qui est là depuis assez longtemps maintenant en France. La naturopathie, où est-ce qu'elle intervient? Comment elle intervient? Il faut savoir que pour un naturopathe, la personne qui vient nous consulter est considérée dans son intégralité, donc à la fois dans son enveloppe corporelle, bien entendu, mais aussi dans son enveloppe psychique, dans son enveloppe émotionnelle, ainsi que dans son environnement, que ce soit son environnement là où il habite, bien entendu, mais que ce soit aussi son environnement de travail, etc. Donc c'est vraiment très important. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'holisme. On est holistique, c'est-à-dire qu'on prend la personne dans son intégralité. C'est là où il y a une véritable différence avec la médecine conventionnelle, puisque souvent, lorsqu'on va consulter le médecin, il ne va traiter finalement que l'organe malade, sans se préoccuper du reste du corps, ce qui est presque un petit peu schizophrénique, puisque évidemment l'organe dépend de l'intégralité du corps. Mais il faut dire que les médecins ont appris comme ça, et que c'est aussi ce qui a fait la force de la médecine conventionnelle. Il ne faut pas l'oublier. Lorsqu'il y avait une urgence, etc., elle s'est montrée extrêmement forte. Le problème, c'est que lorsqu'il s'agit de déséquilibres chroniques ou de déséquilibres complexes, et on verra qu'il en existe de nombreux, là, elle va être beaucoup plus faible, puisque justement, elle ne peut considérer qu'un seul organe à la fois. La naturopathie va intervenir de quelle façon? Il faut d'abord partir d'un postulat qu'est la bonne santé. Qu'est-ce que être en bonne santé? Alors, beaucoup d'entre nous, moi la première, quand on m'a posé la première fois cette question, ça a été de répondre, la bonne santé, c'est n'être pas malade. Et effectivement, c'est la première réponse qui nous vient. Mais ne pas être malade, est-ce que c'est une condition suffisante pour être en bonne santé? On sait très bien que non. Pourquoi? Eh bien, lorsque vous êtes par exemple jeune, adolescent, jeune adulte, etc., on se rend compte qu'on est en pleine forme, en pleine possession de ses moyens, que l'on peut effectivement enchaîner des journées, puis des soirées où on va faire la fête avec les amis, et puis on va recommencer une journée sans aucun problème. Et puis, en prenant de l'âge, petit à petit, la fatigue va s'installer, des troubles du transit peuvent intervenir, des douleurs diverses et variées, etc. Donc des petits mots, ces petits mots du quotidien, qui sont souvent négligés par nous tous. On se dit, bon, c'est parce que je vieillis. Et en fait, ce sont des petits points d'alerte où le corps nous dit, écoute, là, ça ne va pas, tu ne dors pas assez, tu ne manges pas suffisamment bien, ou encore, tu ne fais pas suffisamment de sport, etc. Mais nous les négligeons le plus souvent. Et petit à petit, la situation se dégrade sans même que l'on se rende compte. En fait, c'est là où, à ces moments-là, où il faudrait intervenir. Par exemple, prenons une voiture. La voiture, vous la sortez du garage, elle est rutilante. Et puis, vous allez rouler, encore et encore. Si vous ne faites pas les révisions en temps et en heure, si vous ne faites pas attention justement à changer les pièces qui marquent de l'usure, eh bien, au bout d'un certain temps, elle va finir par tomber en panne, et même elle sera même bonne à mettre à la casse. Et bien, pour le corps humain, c'est un petit peu la même chose. Alors, heureusement, on ne va pas à la casse, mais il n'empêche que si on ne prend pas garde à ces petites douleurs, à ces petits maux du quotidien, eh bien, la situation va continuer à se dégrader. C'est là où nous, naturopathes,
ont tout intérêt à intervenir. Pourquoi? Eh bien, pour régler justement ces petits problèmes. Alors, les problèmes de sommeil, effectivement, les problèmes de transit. Et effectivement, on a de nombreuses solutions aujourd'hui, d'autant plus que les connaissances sur la flore intestinale, ce que l'on dénomme aujourd'hui le microbiote, sont de plus en plus extraordinaires. Hein. C'est un vaste champ. Et ce qui est encore plus extraordinaire et qui, moi, en tout cas, me fascine, c'est de voir que, voilà, 2500 ans, quand Hippocrate disait que tout venait de l'intestin, aujourd'hui, 2500 ans plus tard, on est en train de démontrer qu'il avait absolument raison. Donc, c'est vraiment génial. Pareil, les petites douleurs, eh bien, c'est vrai que ces douleurs-là sont souvent le signe eh bien, que l'on va manger peut-être trop acidifiant, que l'on n'a pas une alimentation qui est idéale pour notre physiologie. Donc ça, c'est vraiment un des grands rôles de la naturopathie. Comment allons-nous intervenir en tant que naturopathe? La première chose, ça va être bien entendu de faire une enquête alimentaire. Comment mange la personne? Parce que ça va vraiment être le premier axe d'action. Donc comment mange la personne? Quels sont les aliments qu'elle mange? Comment les mange-t-elle? À quel moment? Et puis aussi dans quel environnement? Parce que c'est clair que lorsqu'on va avaler son sandwich sur le pouce, c'est pas exactement la même chose que lorsqu'on mange toujours le même sandwich, mais assis à une table. Une fois que on va avoir cette enquête alimentaire, hein, comme on l'appelle, bien entendu, il s'agit de ne pas culpabiliser la personne hein, qui vient nous voir, mais c'est vraiment de faire un travail d'enquête pour le coup. On va regarder comment, en fonction aussi de ses besoins, de sa manière de vivre, on va pouvoir changer les choses. Alors souvent, le petit déjeuner hein, est souvent catastrophique dans notre société. Le pain, les viennoiseries, le jus d'orange, c'est vraiment pas l'idéal pour un petit déjeuner qui doit être physiologique. Donc c'est le premier axe. Ça peut être aussi intervenir sur la qualité des céréales que l'on mange, hein, sur la qualité aussi des aliments, est-ce qu'ils sont trop raffinés, etc. etc. Ce sont des choses que j'expliquerai d'ailleurs dans les autres vidéos. Une fois qu'on aura fait cette enquête alimentaire et qu'on aura bien entendu, avec l'accord de la personne qui vient nous voir, mis en place un programme, on va regarder aussi comment fonctionne son microbiote, c'est-à-dire sa flore intestinale. Est-ce que la personne est constipée? Est-ce qu'elle a de la diarrhée? Est-ce que c'est une alternance des deux? Est-ce qu'elle a mal au ventre? Est-ce qu'elle a des brûlures d'estomac? Etc., etc., etc. Et tout cela va nous permettre justement de régler ces problèmes. Comment dort-elle aussi? Est-ce qu'elle dort bien? Est-ce qu'elle dort suffisamment? Dans de bonnes conditions? Est-ce qu'elle est bien dans l'obscurité? Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce qu'il y a des ondes? Etc., etc. Tout ça pour permettre donc d'avoir un sommeil qui soit récupérateur. Voilà. Donc ça, c'est le premier axe d'action. Le second axe d'action, c'est bien entendu la complémentation alimentaire. Alors il est vrai qu'en France, très souvent, la complémentation alimentaire a mauvaise presse. Et ce n'est pas le cas dans tous les pays. Alors on ne parle même pas des États-Unis, mais ne serait-ce que dans le nord de l'Europe, les gens vont se complémenter facilement à 70-80% de la population va se complémenter. En France, on est autour de 10%. Heureusement, ça commence à augmenter. Pourquoi est-ce que cette complémentation alimentaire est-elle importante? Alors elle est importante parce que d'abord, les études nous montrent, hein, je pense à l'étude Suvimax qui a été faite en France, il y a aussi les études EPIC en Europe. Ces études montrent que nous sommes carencés, je pense en particulier au magnésium, où 70% de la population est carencée en magnésium. Bien entendu, le zinc, où toute personne après 60 ans est carencée en zinc. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, bien sûr, ce sont les études, hein, et je ne veux pas être alarmiste, bien entendu. Je pense aussi à la vitamine D. Là, j'avoue que c'est comme enfoncer une porte ouverte. Il y a plus de 70% de la population qui est carencée en vitamine D. Alors, les médecins vont donner effectivement pour la vitamine D des ampoules, parfois peuvent éventuellement penser au magnésium, mais grosso modo, ça s'arrête là. Or, quand on regarde ces études-là, les carences sont vraiment importantes pour toute la population. Donc, une complémentation, très souvent, s'impose. Et lorsque l'on va complémenter chez quelqu'un qui est fatigué, chez quelqu'un qui est un peu anxieux, etc., avec du magnésium, par exemple, eh bien, il va aller beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'on va lui donner le nutriment qui lui manquait.
Et ça, les carences, c'est important de les dépister en tant que naturopathe. Troisième axe d'action, ça va être bien la phytothérapie, l'aromathérapie. Effectivement, on peut proposer parfois une plante pour soutenir le foie, pour soutenir, pour aider à avoir un transit un petit peu plus rapide en cas de constipation, etc. Ce sont souvent des plantes que l'on va utiliser de façon un petit peu ponctuelle et de manière à récupérer un bien-être. Quatrième axe d'action, ça va être la gestion du stress. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il faut savoir que globalement, nous avons un mode de vie qui est largement éloigné du mode de vie de nos ancêtres, de nos ancêtres plutôt chasseurs-cueilleurs. Ce qui fait que dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, nous sommes extrêmement stressés. Pourquoi? Parce que l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui n'est plus du tout celui de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, si bien que les réactions ancestrales que nous avons encore ne sont pas adaptées à notre mode de vie. Les gens sont extrêmement stressés. Alors moi, j'habite en Île-de-France et c'est clair que lorsque l'on va prendre ne serait-ce que les transports en commun, où on va se retrouver avec des centaines de personnes à se bousculer dans les couloirs du métro, du RER, c'est une source de stress important. Le bruit aussi, je vois, moi j'habite j'habite en Île-de-France, il y a des travaux pas loin et ça fait un bruit effrayant. Je pense aussi à la circulation ou simplement parfois même le bruit des voisins dans des immeubles mal isolés, ça peut être source de stress. Et puis bien entendu le travail. Et l'on sait aujourd'hui l'épidémie, si on peut parler de burn-out, en particulier d'ailleurs chez le personnel médical, mais pas seulement. Et donc tout ce stress-là va dégrader petit à petit l'organisme. Et donc effectivement, il va être important donc de gérer ce stress-là. Alors de quels moyens? Alors il y a plusieurs façons de faire. Premièrement déjà de faire une activité physique, se défouler, ça fait un bien fou. Deuxièmement, on peut aussi avoir affaire à des massages, des séances de relaxation, du yoga bien entendu. Pourquoi pas aussi des séances de psychothérapie pour régler des choses du passé qui ne le sont pas, de l'EMDR, bien entendu, etc. Donc toutes ces façons de faire vont permettre justement à la personne d'aller mieux. Et puis j'allais oublier bien entendu la réflexologie, qu'elle soit plantaire, palmaire, endonasale ou encore auriculaire. Il y a plusieurs techniques qui ont chacune leur efficacité et leurs indications. Et puis il y a d'autres techniques qui peuvent justement agir à la fois sur le corps et l'esprit. Je pense par exemple à la fasciathérapie. Voilà, donc c'est un nouvel axe d'action pour permettre à la personne d'aller bien. Et puis bien entendu, c'est une personne qui vient nous voir et qu'il faudra revoir encore et encore pour justement voir un petit peu quelles ont été les choses que cette personne a pu améliorer et puis les choses qui ont été plus difficiles. Il faut savoir que nos habitudes, comme on dit, on la vie dure. Et c'est vrai que parfois, dans un mouvement comme ça, on a envie d'aller mieux et hop, on va tout changer. Mais souvent, ce n'est pas la bonne solution parce qu'on ne va pas tenir dans le temps. C'est compliqué de changer ses habitudes et il vaut mieux agir petit à petit. Voilà comment nous, naturopathes, agissons auprès des personnes qui viennent nous voir. Ce qui permet donc à terme de garder un état de santé, un bon état de santé plus longtemps. Et c'est vraiment ce que l'on recherche, éviter de tomber dans la maladie. Ça ne veut pas dire qu'on ne tombera pas dans la maladie un jour ou l'autre. On peut aussi malheureusement être malchanceux à la loterie des gènes, ça arrive. Et puis l'environnement, même si on y fait attention, je pense à l'environnement par exemple, tout ce qui est ameublement, etc., avec les perturbateurs endocriniens, vont nous affecter et c'est compliqué de ne pas être pollué par tout cela. Bien entendu, ce sont des choses sur lesquelles je reviendrai dans les vidéos suivantes où nous parlerons bien entendu de l'alimentation, ça fera partie donc de ces vidéos. On parlera aussi bien sûr des perturbateurs endocriniens donc dans notre environnement immédiat, est-ce qu'on peut ou pas les éviter, etc. En attendant, je vous remercie donc d'avoir écouté cette vidéo, c'était donc la seconde vidéo, un petit peu de présentation. Je rentrerai dans le vif du sujet véritablement la prochaine fois. N'hésitez pas donc bien entendu à liker cette vidéo,
à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à venir sur le blog dont l'adresse s'inscrit ici maintenant en bas de l'écran. Merci encore une fois et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.